La difficulté aussi bien pour les policiers que pour les juges, c'est qu'ils sont habitués à voir devant eux des délinquants qui, malgré de nombreux éléments contre eux, disent « Ah non, mais je suis innocent ». Et quand ils se trouvent face à un véritable innocent, finalement, ils ont du mal à pouvoir l'accepter. Bonsoir. Un crime sans cadavre, sans mobile apparent, sans témoin, sans preuve et sans aveu. 21 ans après la disparition de Suzanne Viguier, c'était le 27 février 2000. Cette affaire demeure l'une des plus singulières, des plus atypiques, des plus troubles de ces dernières années. Un mari, Jacques Viguier, honorable professeur de droit à Toulouse, que tout semble alors accuser, un homme d'ordinaire brillant mais empêtré dans ses contradictions, suspect numéro 1, puis accusé. Il va comparaître à 2 reprises devant une cour d'assises et à 2 reprises il sera acquitté. Plus aucune charge ne pèsera sur lui. Une enquête et 2 procès qui auront fait surgir une histoire familiale compliquée, un divorce difficile et l'apparition d'un amant. Pendant 10 ans, le temps de l'enquête, 2 clans vont se dessiner et s'entre-déchirer. Les défenseurs de Jacques Viguier et ses accusateurs, le croire ou ne pas le croire quand il dit qu'il est innocent, le soutenir ou l'accuser. Avec nos invités, nous allons donc ce soir tirer le fil de cette étrange affaire. Un dossier longtemps apparu comme une succession de points d'interrogation, avec, en premier lieu, celui-ci. Où est passée Suzanne Viguier et qui l'a tuée ? 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'étrange affaire Viguier. Hiver 2000, Suzanne Viguier, une mère de famille, est chez elle quand elle disparaît brutalement, sans raison, sans laisser aucune trace ni aucun message derrière elle. Ce 27 février 2000 semble être un dimanche ordinaire pour la famille Viguier. Il est prévu qu'aux alentours de 10h, les parents de Jacques Viguier, vice-doyen de la faculté de droit de Toulouse, 42 ans, viennent chercher leurs petits-enfants, Clémence, 11 ans, et les jumeaux, Guillaume et Nicolas, 8 ans. Une fois qu'ils seront partis, Jacques Viguier va revêtir sa tenue de sport, ses baskets, et partir faire un jogging dans les alentours. Il n'y a alors que lui et son épouse, Suzanne, 38 ans, dans la maison au numéro 19 de la rue des Corbières à Toulouse. Il dira qu'il est parti courir alors qu'elle dormait dans une chambre sur un canapé clic-clac. Il ne l'a pas réveillée. Jacques et Suzanne se sont connus sur les bancs de la fac de droit, mais après 12 ans de mariage et la naissance de 3 enfants, le couple bat de l'aile, fait chambre à part. La séparation est en cours, le divorce semble inévitable. De retour de son jogging, le mari déclare avoir trouvé le canapé vide, aucune trace de son épouse. « J'ai fait un jogging au bord du canal jusqu'en fin de matinée. Quand je suis revenu, elle n'était plus à la maison », dira plus tard Jacques Viguier aux enquêteurs. Suzanne Viguier, que tout le monde appelle Suzy, n'est pas vraiment le genre de femme susceptible de disparaître du jour au lendemain. Cette prof de danse qui donne des cours les lundis, mercredis et vendredis à Baziège et Villefranche de Lauragais en Haute-Garonne est toujours joignable 24 heures sur 24. Qui plus est, elle adore ses enfants et est en contact régulier avec ses sœurs qui sont aussi ses confidentes. Hormis les complications surgies au sein de son couple, elle n'a pas fait état d'un quelconque ennui. Ce 27 février, Suzy est donc rentrée chez elle au petit matin, vers 4h30. Elle avait passé la soirée à un concours de tarot à Montauban, à 50 km de là. Elle était accompagnée de son ami et amant Olivier Durandé, 31 ans, représentant un matériau de construction. Après le concours, Suzy a passé un petit moment chez Olivier, puis celui-ci l'a raccompagnée rue des Corbières. Les amants devaient se retrouver dans l'après-midi. Olivier Durandé, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, va appeler dimanche en début d'après-midi Suzanne à 18 reprises, sans résultat. Il va joindre Jacques Viguier. Les 2 hommes n'ont pas beaucoup d'estime, mais se parlent. Viguier lui aurait dit de ne pas s'inquiéter. Le lundi, Olivier Durandé appelle les amis, les élèves de Suzy pour savoir s'ils ont des nouvelles. En vain. De son côté, le mari ne va signaler la disparition que le 1er mars, 3 jours après avoir découvert le canapé vide. Un retard à l'allumage qui va évidemment susciter bien des interrogations et des suspicions. Le 12 mars 2000, le professeur de droit Jacques Viguier est placé en garde à vue au commissariat central de Toulouse. 4 jours auparavant, il a déposé plainte pour enlèvement
et séquestration. Malgré cela, la PJ a des questions à lui poser. Une perquisition conduite chez lui 10 jours après la disparition a livré des éléments pour le moins troublants. Le plus intrigant est certainement l'absence de matelas dans lequel a dormi Suzanne. Il n'est plus dans la maison. Jacques Viguier ne semble pas très à l'aise dans ses explications. Il bredouille qu'il s'en est débarrassé récemment en le jetant à la déchetterie. Il va fournir d'autres versions sur ce fameux matelas. Il voulait en acheter un neuf pour faire une surprise à son épouse. Il dira encore que celui-ci a brûlé. Viguier est également interrogé sur la trouvaille de la police scientifique. Des micro-taches de sang détectées à l'endroit où se trouvait le canapé et sur ses chaussures. Le sang de son épouse et de lui-même. Le professeur évoque de vieilles blessures et notamment une coupure. Il y a encore ce coup de fil passé depuis le domicile familial alors que Jacques Viguier est censé faire son jogging. Il se peut que l'épouse a elle-même téléphoné. Reste à savoir à qui. Après 40 heures de garde à vue, Jacques Viguier est relâché sur avis du parquet car il faut poursuivre les vérifications. L'enquête s'étend donc à l'entourage proche et moins proche du couple Viguier. Une cinquantaine de personnes sont entendues, notamment des chasseurs. Jacques Viguier est un passionné, une fine gâchette, comme on dit dans le milieu. Mais ces auditions n'apportent rien. À travers d'autres témoignages, il apparaît que le professeur est un séducteur invétéré, un homme qui aurait des maîtresses, notamment parmi les étudiantes. Une attitude qui aurait poussé Suzy, déjà marquée par la perte d'un enfant mort-né, à s'éloigner de son mari et à songer au divorce, laissant peu à peu germer en elle l'idée qu'elle allait refaire sa vie. Jacques Viguier n'aurait donc pas supporté la perspective d'un divorce et aurait décidé de se débarrasser de son épouse. C'est la thèse avancée par l'amant, Olivier Durandé. C'est aussi l'avis à l'époque du commissaire Robert Saby qui dirige l'enquête, persuadé de la culpabilité de Viguier. Il dira que celui-ci était à 2 doigts de craquer. Le 11 mai 2000, 3 mois après la disparition de Suzy, Jacques Viguier est mis en examen pour assassinat par la juge de Toulouse, Myriam Viargue, qui lui lance, après 11 heures de face-à-face, « Vous êtes un monstre !» Viguier crie son innocence, nie toutes les accusations, mais il est incarcéré. Le 15 février 2001, après 9 mois de détention, Jacques Viguier est remis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction de la cour d'appel. 3 demandes précédentes de libération avaient été rejetées, l'une par la juge d'instruction, les 2 autres par la chambre. Les avocats de celui qui reste désigné comme le meurtrier de son épouse, maître Georges Catala et Henri Leclerc, ont cette fois gagné. Viguier a été libéré sans verser de caution. Son contrôle judiciaire lui interdit de chasser, de posséder des armes, de rencontrer sa belle famille ainsi que l'ami et amant de sa femme, Olivier Durandé. Certains applaudissent. Ses amis de l'université déclarent leur immense soulagement. Des étudiants, des professeurs n'ont cessé de faire campagne pour qu'il soit libéré. D'autres s'interrogent. Les sœurs de la victime sont dans la plus totale incompréhension, persuadées que Viguier, souvent présenté comme froid, arrogant et autoritaire, a quelque chose à voir dans la disparition de Suzanne. Le soir de sa libération, Jacques Viguier retrouve sa mère et ses enfants dans la maison de la rue des Corbières, des proches qui le défendent et ne voient pas en lui un meurtrier. Jacques Viguier va rester mis en examen pendant 8 ans dans l'attente d'un éventuel procès qui arrive le 20 avril 2009 devant la cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse. 9 jurés, une salle comble et un avocat général, Marc Gobert, qui compte bien faire condamner l'accusé. Pas de cadavre et pas d'aveu, avertit le magistrat, mais des éléments importants et très troublants dans le dossier. Reste à savoir quel visage va présenter Jacques Viguier au cours de ce procès. L'homme n'est pas facile à cerner, il semble même avoir plusieurs vies. Professeur respecté et bourreau de travail, mais aussi coureur de jupons, aimable avec ses collègues, mais tout aussi colérique à la maison. Un calculateur froid qui veut toujours briller, selon un témoignage rapporté par le journal La Dépêche du Midi. Les sœurs de Suzy Viguier, Hélène et Carole, sont aux avant-postes pour réclamer une condamnation. Olivier Durandé, l'amant qui préfère se présenter comme le compagnon de la victime, penche aussi pour la culpabilité de Viguier. Il dit: le divorce était pour lui un échec.
Le 2 mars 2010, Jacques Viguier prend place dans la cour d'assises du Tarn. Son premier procès à Toulouse avait déjà attiré la foule, celui-ci est encore plus suivi. Saura-t-on enfin la vérité sur la disparition de Suzy? L'accusation apportera-t-elle de nouveaux éléments? La défense de l'accusé fera-t-elle la démonstration d'un dossier dans le désordre où les impressions l'emporteraient sur les preuves? Les audiences se succèdent, occasion d'un vaste déballage sur la vie du couple Viguier. Le mari trompe depuis toujours son épouse. Il reconnaît une dizaine d'aventures pendant leur vie commune, en moyenne une par an. Viguier n'apparaît pas toujours sous son meilleur jour. Marie Volage, qui pourtant demande à Suzy si elle entretient une liaison avec cet Olivier Durandé qu'il trouve horripilant. Les deux intéressés répondent par la négative. Procès qui est également le lieu d'un coup de théâtre. Une témoin, Séverine, ex-babysitter du couple, éclate en sanglots. Elle reconnaît avoir menti en déclarant avoir vu comme du sang mélangé à de l'eau dans une baignoire. Elle aurait agi ainsi à la demande de l'amant, Olivier Durandé, dans le but de nuire tout simplement à l'accusé. Durandé est placé en garde à vue pour subornation de témoin. Il écopera d'un rappel à la loi. Le fait est que le procès Viguier devient dès lors bancal. Olivier Durandé, témoin sur lequel s'appuie l'accusation et pièce maîtresse de l'enquête de police, perd de son crédit. L'amant va pourtant continuer à charger le mari au fil des audiences. L'avocat général, lui, va faire feu de tout bois pour mettre le professeur en difficulté, notamment à travers la disparition du matelas sur lequel la victime a passé la dernière nuit. Un matelas détruit, jamais retrouvé, ou encore en évoquant le sac à main de Suzy. Il a été retrouvé dans un placard de la maison. Viguier n'avait pas signalé sa présence aux enquêteurs. L'époux explique qu'il a commis des erreurs, mais rien de délibéré ou de calculé. Pour le matelas, il dit « Ce n'était pas malin, je l'ai fait sur un mouvement d'humeur que j'ai regretté, je le subis encore aujourd'hui. » L'avocat général affirme que Jacques Viguier ne veut rien dire de ce qui s'est passé alors qu'il n'y a que lui qui sait. L'une des sœurs de Suzy va exhorter l'accusé d'avouer. « Je n'ai rien fait », répond Viguier. Des sœurs qui pensent que Jacques Viguier a tué Suzanne à l'issue d'une violente dispute conjugale. Les jurés ne partagent pas cette conviction. 6h30 de délibération, le 20 mars 2010, Jacques Viguier est acquitté une deuxième fois. À l'issue de son deuxième acquittement, l'un des avocats de Jacques Viguier, à l'époque maître Éric Dupond-Moretti, indiquait « Plus personne ne pourra maintenant suggérer sa culpabilité. Ce n'est pas une victoire de la défense, c'est une victoire de la justice. » Ces trois enfants n'ont jamais lâché leur père au long de ces 10 années d'accusations incessantes. Si papa était aussi horrible, on ne serait pas là tous les trois à aller bien, témoigne Clémence, l'aînée, à l'issue de l'acquittement d'Albi. Les jumeaux sont eux persuadés que la police a mené une enquête à charge, mais que leur père n'a jamais fait de mal à leur mère. Jacques Viguier va consigner toutes ses impressions et son combat pour obtenir justice dans un livre intitulé Innocent. Il a repris le chemin de l'université de Toulouse, accueilli par des collègues qui n'avaient jamais douté de lui et avaient témoigné en sa faveur. La toute fin de l'histoire Viguier reste toutefois à écrire. Le cadavre de Suzy Viguier, n'a jamais été retrouvé par les enquêteurs. Une énigme, aucune trace malgré les recherches entreprises dans de nombreux secteurs, notamment dans des bois, ceux de Merville, de Vigoulay-aux-Îles et dans un parc de l'Ariège où Jacques Viguier avait l'habitude d'aller chasser. Au mois de novembre 2007, les policiers avaient même suivi la trace d'un corbeau qui suggérait que le corps pouvait se trouver dans une tombe du cimetière de Notre-Dame-des-Champs à Cugnot. La tombe avait bien été ouverte par les enquêteurs. Seuls 2 squelettes, ceux d'un couple enterré il y a des années, reposaient à cet endroit. Aucune trace de Suzanne.